Une nuit effrayante d'Halloween. Cela s'est passé il y a environ 7 ans, ironiquement la nuit d'Halloween. Il était assez tard, près de minuit, donc tous les enfants du quartier étaient déjà rentrés chez eux. Même nos voisins de l'autre côté de la rue avaient arrêté de jouer leurs cassettes d'Halloween kitsch, vous savez, celles avec les portes grinçantes et le rire de sorcière. Nous étions seulement ma cousine Q et moi, assis dans le salon. Ma petite cousine, qui avait environ 4 ans, avait laissé sa poupée par terre, face contre terre. C'était une de ces poupées Baby Alive, ou quelque chose du genre avec des paupières mobiles. Q avait des problèmes avec cette poupée depuis qu'elle l'avait achetée, elle la détestait et disait qu'elle était effrayante. En fait, elle la jetait souvent dans les escaliers du sous-sol. Je n'avais aucun problème avec elle, donc elle restait par terre pour que ma petite cousine puisse la trouver le matin. Nous étions très silencieux pendant environ une demi-heure jusqu'à ce que j'entende un bruit fort et rugueux qui semblait venir de l'extérieur. Cela ressemblait à un homme âgé juste devant notre fenêtre. Je me suis retourné pour demander à Q si elle avait entendu cela. « Tu as entendu ?»« Probablement encore la cassette des voisins, » dit-elle en revenant à son ordinateur. Nous sommes restés silencieux pendant 1 minute de plus avant d'entendre à nouveau le bruit rugueux, plus fort cette fois. Cela ressemblait à un homme essayant de dire quelque chose. Alors, je me suis levé, je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé par la fenêtre. Mais il n'y avait absolument personne dehors, même pas dans la rue. La maison de notre voisin était sombre, c'était une nuit ordinaire et tranquille dans notre quartier calme. « Il n'y a personne dehors », dis-je en me retournant vers Q. Elle n'a rien dit, mais cela me faisait un peu peur. 1 minute plus tard, cette fois, il y avait des murmures, mais des murmures forts. Je me souviens que cela ressemblait à un enfant et une femme. Q a finalement levé les yeux de son ordinateur. « C'est cette poupée, » dit-elle. Bien sûr, j'ai pensé qu'elle était superstitieuse. Je lui ai lancé un regard sceptique. « Laissez-moi dire ceci, je ne crois pas au paranormal. » J'ai descendu et ramassé la poupée. Elle allait bien, ses yeux étaient refermés. J'avais oublié de mentionner qu'elle avait une laryngite, mais elle n'avait pas de pile. Je l'ai reposée. « Non, ne fais que la laisser tranquille, » dis-je. Il y avait à nouveau du silence. Je suis retourné m'asseoir sur le canapé. Le bruit a recommencé et j'ai entendu l'homme dire quelque chose de confus, suivi d'un sifflement. J'ai sursauté et me suis levé du canapé pour aller voir si le bruit venait du jardin arrière. Juste au moment où je commençais à marcher, j'ai remarqué que la poupée avait un peu bougé. Je l'ai ramassée à nouveau et l'ai retournée, ses yeux étaient ouverts et elle pesait plus lourd qu'avant. Je l'ai laissée tomber et je l'ai finalement jetée à nouveau au sous-sol. Je n'ai toujours aucune idée de quoi penser. Je nie que cela soit arrivé et ma petite cousine n'a jamais demandé après sa poupée après cet incident. Après cela, je n'ai vu la poupée qu'une seule fois, sur la marche supérieure du sous-sol. Cette fois, je l'ai poussée en bas des escaliers. Une nuit effrayante et une leçon apprise. J'étais éveillé tard, lisant lors d'une nuit froide. Ma chambre est au rez-de-chaussée et je vis seul dans une zone relativement calme et boisée. Pour cette raison, beaucoup de mes fenêtres n'avaient pas de store, car il n'y avait personne qui pouvait regarder à l'intérieur de ma maison. Et en plus, j'aime me réveiller avec la lumière du soleil brillant dans ma chambre. Mais cette nuit-là, j'ai regretté de ne pas avoir installé de store dans la chambre. Après avoir finalement éteint ma lampe de lecture et fermé les yeux, j'ai eu environ 2 minutes de silence avant d'entendre le son de quelque chose frappant la fenêtre. Cela ressemblait à un seul coup de poing donné par une personne. J'étais dos à la fenêtre et je ne voulais pas me retourner. J'étais habitué à entendre des choses comme des branches d'arbres frôlant les murs et les fenêtres, mais je reconnaissais clairement que ce son était un poing frappant le verre. L'idée que quelqu'un puisse être dehors, regardant à travers ma fenêtre, me terrifiait. Le fait que quelqu'un marche jusqu'à ma propriété, jusqu'à la fenêtre de ma chambre, m'a convaincu que ce n'était peut-être qu'une branche d'arbre. Mais un deuxième coup, unique, contre la fenêtre a confirmé ma peur. C'était un poing frappant le verre et quelqu'un était dehors à ma fenêtre. J'ai pensé que si j'ignorais simplement, il partirait. Peut-être que ce n'était qu'un farceur essayant de me faire peur. S'il pensait que je dormais, il s'ennuierait. Un autre coup a retenti contre la fenêtre et j'ai désespérément essayé de rester immobile et de ne montrer aucune réaction. Mais quand le 4e coup est venu, je me suis dit que c'en était assez, que je devais affronter ce farceur comme un adulte.
Je me suis retourné vers la fenêtre et j'ai à peine eu le temps d'apercevoir une silhouette noire se déplaçant rapidement sous la fenêtre. Pour une raison quelconque, voir quelque chose à la fenêtre a fait disparaître tout le courage que j'avais et j'ai couru vers le téléphone de la cuisine et appelé la police. Ils ont dit qu'ils enverraient un officier dans 10 minutes. Quand j'ai raccroché, j'ai vu quelque chose du coin de l'œil. J'ai tourné la tête et j'ai vu quelqu'un debout dehors, à la fenêtre de ma cuisine, me regardant fixement. Cependant, ce n'était que pour une seconde, car dès que je l'ai remarqué, il est parti. Quelqu'un me regardait à travers toutes les fenêtres. Puis, j'ai reçu un appel téléphonique inquiétant de mon voisin, qui est aussi mon meilleur ami. Il avait remarqué à travers sa fenêtre que 3 personnes vêtues de noir étaient entrées dans ma propriété, l'une d'elles tenant un objet pointu et brillant à la main. Cela n'a fait qu'augmenter ma panique. J'ai couru à l'étage, où je savais qu'ils ne pouvaient pas m'observer, et je me suis caché dans la salle de bain. J'ai entendu des coups constants à la porte principale en bas. Ce n'était sûrement pas la police. Je priais pour qu'ils arrivent à temps. Heureusement, quelques instants après que les coups eurent cessé, j'ai entendu de forts coups à la porte principale suivis de quelqu'un criant « Police !» C'étaient les agents, mais ceux qui étaient les 3 hommes étaient déjà partis dans les bois. Ils pouvaient être plus de 3, je ne le sais même pas. Tout. Ce que je sais, c'est qu'ils ne les ont jamais attrapés et que je suis allé acheter des stores la même semaine. Une rencontre effrayante et une leçon inoubliable. Mes parents ont divorcé et je vivais avec mon père. Étant fils unique, la seule fois où j'étais avec des enfants de mon âge, c'était quand je me faisais des amis avec les enfants du quartier. Il y avait un garçon qui vivait au coin de ma rue, son nom était Tom. Je l'ai rencontré en faisant du vélo. Étrangement, il m'a invité à jouer au basket avec lui, alors j'ai accepté. Il était beaucoup plus âgé que moi, j'avais 12 ans et lui 16. Après avoir passé beaucoup de temps ensemble, j'ai découvert qu'il était aussi fils unique et qu'il vivait seul avec son père. Au début, j'ai trouvé que nous avions beaucoup en commun. Je lui ai donné mon numéro de téléphone et il a commencé à appeler pour sortir. Parfois, il venait jouer aux jeux vidéo, mais ensuite il a commencé à se comporter de manière étrange. Il appelait 5 ou 6 fois avant de venir sonner à la porte. Si mon père n'était pas à la maison, je ne répondais normalement pas, mais quand il était là, il me pressait de raccrocher. Bien qu'il commence à me paraître effrayant, j'ai continué à sortir avec lui. Un jour, je suis allé à vélo avec Tom jusqu'à sa maison. Je faisais semblant de l'écouter parler sans arrêt de bêtises. Ce garçon ne se taisait jamais. J'avais besoin de trouver un moyen de m'éloigner de lui. Puis, pour la première fois, il m'a invité chez lui. Je ne voulais vraiment pas entrer, mais il semblait que je n'avais pas d'autre choix. Dès que je suis entré, l'odeur désagréable de sa maison a envahi mes poumons. Il y avait des vêtements éparpillés partout sur le sol, des morceaux de verre brisés dans un coin et ceux qui semblaient être des taches de café sur le mur. C'était l'endroit le plus répugnant que j'avais vu de ma vie. Ensuite, un homme énorme et d'aspect sombre est sorti d'une autre pièce et m'a regardé avec un regard très intimidant. Je me suis éloigné de lui jusqu'à ce que Tom le présente comme son père. L'homme a juste grogné et est reparti dans une autre pièce. C'était officiel, ce garçon était un véritable problème. J'ai décidé que je ne voulais plus rester dans cette maison et j'ai inventé une excuse pour partir. Je pense que j'ai dit que j'avais oublié que j'avais un rendez-vous chez le médecin. À ce moment-là, son sourire s'est lentement transformé en une expression de tristesse extrêmement en colère. Il ne m'a pas répondu, il m'a juste regardé avec ce regard inquiétant. Je suis sorti précipitamment et j'ai couru jusqu'à chez moi. La porte était fermée à clé, mais heureusement, je l'ai ouverte avec ma clé. Mon père n'était pas à la maison et je souhaitais vraiment qu'il soit là. Ensuite, j'ai trouvé un petit post-it sur le réfrigérateur disant qu'il avait été appelé au travail pour une urgence possible à cause d'une tempête. Cette nuit-là, avant de me coucher, j'ai vérifié mes emails en espérant une réponse de quelqu'un sur eBay, mais à la place, j'ai trouvé environ 5 nouveaux emails, tous avec des titres en majuscules, envoyés d'un email appelé tomtomvinct@aol.com. C'était lui. Je ne lui avais jamais donné mon email et je n'ai toujours aucune idée de comment il l'a obtenu. L'un des emails était intitulé « Tu as fait une erreur ». Un autre « Je sais où tu habites » et les autres étaient pleins d'insultes et de menaces. J'avais seulement 12 ans et cela m'intimidait beaucoup. J'étais prêt à appeler mon père, mais juste au moment où je me dirigeais vers le téléphone de la cuisine, j'ai entendu le son des buissons craquer dehors.
j'ai ouvert les stores de la fenêtre donnant sur les buissons et je me suis retrouvé face à face avec un homme énorme que j'ai immédiatement reconnu comme le père de Tom. J'ai appelé la police, mais quand ils sont arrivés, il était déjà parti. Quand mon père est rentré à la maison plus tôt à cause de cette situation, nous avons obtenu une ordonnance restrictive dès que possible. Tom et son père ont déménagé environ 1 mois après cela. Une colocation troublante. Je m'étais installé dans une maison que mes oncles avaient louée pendant plusieurs années après avoir construit une nouvelle maison. J'y ai passé quelques mois seul, jusqu'à ce qu'un collègue me demande si je cherchais un colocataire. Après quelques jours de réflexion, j'ai accepté. Il a emménagé dans notre maison, qui comprenait 2 chambres et un bureau dans le garage. Il a décidé qu'il voulait son propre espace, car les chambres étaient côte à côte, donc il a déplacé ses affaires dans le bureau du garage. Je dois admettre que c'était une installation assez bonne, bien que cela ait l'inconvénient de ne pas avoir de salle de bain ni de cuisine propre, donc il utilisait celle de la maison. Nous travaillions à des horaires différents, donc la maison était souvent ouverte la nuit. Un soir, après avoir dîné chez ma petite amie, j'ai décidé de prendre un pack de 6 bières que j'avais acheté la veille. En ouvrant le réfrigérateur, j'ai découvert que ma bière avait disparu. J'ai supposé que c'était mon colocataire et je me suis mise en colère. Je suis sorti furieuse au garage et j'ai ouvert brusquement la porte de sa chambre. Il dormait, alors après l'avoir réveillé, je lui ai crié dessus en lui demandant pourquoi il avait bu ma bière sans permission. Il a nié avoir touché à ma bière, se frottant les yeux pour se réveiller. Avec le temps que nous avions passé ensemble, j'avais appris à juger quand il mentait et j'ai senti que cette fois, il disait la vérité. Mon cœur s'est enfoncé en réalisant que quelqu'un avait volé notre bière et possiblement autre chose. En fouillant la maison, tout semblait être à sa place, sauf que, en entrant dans ma chambre, j'ai découvert que mon ordinateur portable avait disparu, ce qui nous a plongés dans un état de panique. Mon ami a appelé la police pendant que nous cherchions en vain la bière et l'ordinateur, pensant qu'ils pouvaient avoir été égarés. Finalement, nous avons commencé à chercher dans le jardin le coupable. Nous ne vivions pas seuls dans cette maison. Il y avait une chambre qui avait été ajoutée plusieurs années après la construction de la maison. Ma tante, ma mère dans ces dernières années, est gravement malade, y avait vécu, ce qui facilitait les soins de mes oncles. Après son décès, ils ont commencé à louer la chambre à une femme dont le comportement était erratique, ce qui nous a fait penser qu'elle pouvait être toxicomane. Cette femme est restée même après notre emménagement et ses actions étranges, ainsi que les bruits inhabituels à toute heure, ont éveillé les soupçons de mes oncles. Son frère a emménagé avec elle quelques mois après notre arrivée, ce qui était étrange étant donné que la suite était une chambre simple. Une nuit, il a même demandé à mon colocataire s'il pouvait lui procurer des drogues. Lors de notre recherche du voleur, nous avons trouvé des empreintes dans la neige allant de la porte de leur suite jusqu'à notre garage. En les confrontant, quelqu'un à l'intérieur a établi un contact visuel avec moi, une image qui me perturbe encore. Les policiers, après avoir écouté notre histoire et examiné les empreintes, n'ont pu trouver personne. Ils nous ont informé que l'homme avait des antécédents pour intrusion, mais qu'il ne pouvait rien faire sans preuves actuelles d'un délit. Cette nuit-là, à 3 heures du matin, j'ai entendu des pas et des coups à la porte de ma chambre. Heureusement, j'avais fermé à clé. Le lendemain, mon colocataire a nié avoir tenté d'entrer, ce qui m'a laissé profondément inquiet. Nous avons déménagé peu après, nous demandant encore ce qui se serait passé dans des circonstances différentes. Cet événement nous a appris l'importance de toujours verrouiller nos portes, une leçon que je porterai avec moi pour le reste de ma vie. L'invité inattendu. Quelques semaines plus tard, lors du 21e anniversaire de mon ami, nous avons organisé une grande fête remplie d'alcool. Il y avait beaucoup de gens que nous ne connaissions pas, créant un chaos dans la maison. Probablement, il y avait environ 100 personnes, mais malgré cela, j'ai remarqué un personnage suspect qui se distinguait. Il s'agissait d'un homme plus âgé assis dans un coin du salon, observant simplement tout le monde boire et danser. Initialement, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, supposant qu'il était le père ou l'oncle de quelqu'un. Cependant, au fur et à mesure que la nuit avançait et que plus de la moitié des invités étaient repartis, l'homme restait toujours seul dans le coin. À ce moment-là, j'ai demandé à un de mes amis qui il était et il m'a répondu qu'il n'en avait aucune idée. Nous avons décidé d'attendre,
pensant qu'il partirait peut-être avec la majorité des invités. Et effectivement, lorsque le dernier invité est parti, nous sommes retournés dans le salon et il était déjà parti. J'ai ressenti un soulagement immédiat, bien que ce ne soit même pas ma maison. Cet homme semblait tout simplement hors de propos et franchement effrayant. Mes amis et moi avons décidé de passer la nuit là-bas. Je me suis installé sur le canapé du bureau. Dormir a été facile grâce à l'alcool, mais rester endormi était une autre affaire, car je me suis réveillé en pleine nuit avec une soif intense. Je suis d'abord allé aux toilettes, car elles étaient plus proches, puis je suis monté à la cuisine pour boire un verre d'eau. En revenant au bureau et en me recouchant sur le canapé, j'ai remarqué que la porte coulissante du placard à manteau en face du canapé s'était légèrement ouverte. Il faisait trop sombre pour bien voir et, ressentant un frisson dans le dos, je me suis souvenu de l'homme effrayant. Je pensais qu'il pouvait être caché dans le placard. Je suis resté immobile, supposant qu'il m'observait à travers la fente de la porte du placard. J'ai commencé à planifier ma fuite, pensant sauter par-dessus l'autre canapé pour atterrir juste à côté de l'escalier menant au salon. Je devais juste rassembler le courage de le faire. Lorsque j'ai vu que la porte du placard s'ouvrait un peu plus, j'ai rassemblé tout mon courage pour courir. J'ai sauté par-dessus le canapé et monté les escaliers en courant. J'ai entendu la porte du placard s'ouvrir complètement et quelqu'un courir derrière moi. J'ai crié à mes amis qui dormaient sur les canapés du salon de se réveiller. Mes 3 amis, surpris, m'ont regardé comme si j'étais fou. Sachant que l'homme était maintenant en train de me poursuivre, j'ai crié que quelqu'un était caché dans le placard et m'avait presque suivi en haut des escaliers. À ce moment-là, nous avons entendu la porte arrière du bureau s'ouvrir et tout le monde est resté figé. Nous avons appelé la police, mais ils n'ont jamais trouvé l'homme. Il était simplement parti par la porte arrière. Une rencontre inquiétante. Lorsque j'étais à l'université en Caroline du Nord, j'ai commencé à travailler dans un magasin local de TJ Maxx pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Étant en cours pendant la journée, je couvrais généralement les quarts de nuit. Une nuit, alors que je me dirigeais vers ma voiture vers 11h ou 11h30, nous suivions le protocole de sécurité. Tous les employés sortaient ensemble et un agent de sécurité nous surveillait depuis le trottoir pour s'assurer que nous arrivions bien à nos véhicules. Alors que je m'approchais de ma voiture, j'ai entendu un autre véhicule s'arrêter derrière moi. En me retournant, j'ai vu une femme avec sa fille adolescente sur le siège passager. La femme a baissé la vitre et a commencé à me raconter une histoire sur le fait qu'elles étaient venues en ville pour rendre visite à leur famille et qu'elles étaient tombées en panne d'essence sans avoir d'argent. Je leur ai répondu sincèrement que je n'avais pas d'argent liquide sur moi, car je n'en porte jamais. Elle m'a simplement regardé et m'a demandé de manière insistante si je pouvais monter dans leur voiture avec elle et aller à la station-service pour leur acheter $10 d'essence. Je me suis clairement refusé et, après plusieurs tentatives infructueuses de sa part, je me suis rendu compte que la fille sur le siège passager m'observait fixement tout le temps, se léchant les lèvres et se tordant les doigts de manière inquiétante. À ce moment-là, je suis retourné en courant vers le magasin où se trouvait l'agent de sécurité, car elle s'était garée derrière ma voiture, me bloquant. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et il a commencé à s'approcher de leur véhicule, moment auquel elles se sont éloignées à toute vitesse. Travailler de nuit avait ses complications. Une nuit de terreur au bureau et à la maison. Je travaillais dans un immeuble de bureau et je faisais constamment le tour de nuit car c'était le seul moment qui s'adaptait à mon emploi du temps. Presque toujours, j'étais la seule personne à l'étage où je travaillais, peut-être même dans tout le bâtiment. Bien que j'espérais toujours rencontrer une personne aimable, je ressentais une sensation effrayante en étant dans un bâtiment si grand avec la majorité des lumières éteintes et sans personne autour. Mais d'un autre côté, c'était calme et moins stressant, ce qui me permettait d'avancer beaucoup dans mon travail. Une nuit en particulier, un vendredi vers 2h du matin, je tapais sur mon ordinateur quand j'ai entendu un bruit à l'extérieur de mon bureau. Cela ressemblait à un craquement aléatoire dans les murs, quelque chose de pas si inhabituel dans ce bâtiment, mais néanmoins inquiétant. J'ai décidé de l'ignorer et de continuer à travailler jusqu'à ce que je sois à nouveau interrompu, cette fois par le son d'un ordinateur qui s'allumait. J'étais surpris car j'étais sûr que personne d'autre ne travaillait à cette heure-là. Curieux, je me suis levé pour enquêter. Depuis les murs de mon bureau, je pouvais voir la lueur d'un écran d'ordinateur dans l'obscurité, provenant d'un bureau à l'autre bout de la salle. J'ai fait quelque chose que je regrette maintenant.
J'ai crié pour demander s'il y avait quelqu'un, espérant une réponse d'un collègue de travail nocturne. Au lieu de cela, la lumière brillante du moniteur de l'autre côté de la salle s'est éteinte, laissant cette partie de la pièce à nouveau dans l'obscurité totale. Commençant à me sentir nerveux, j'ai éteint ma lampe et l'écran de mon ordinateur pour ne pas révéler ma position, et je me suis accroupi, marchant sur la pointe des pieds jusqu'à un bureau proche. Un silence absolu régnait. J'ai attendu caché pendant ce qui m'a semblé être une éternité, mais j'ai finalement décidé qu'il était sûr de sortir. J'ai marché sur la pointe des pieds, en passant par tous les bureaux, jusqu'à atteindre la porte menant aux escaliers et aux ascenseurs. C'est alors que j'ai confirmé ma crainte. Il y avait un homme accroupi derrière une plante dans le coin de la salle, vêtu entièrement de noir. Mon cœur a chaviré en le voyant, mais il semblait ne pas savoir que je l'avais vu. J'ai opté pour la porte de l'escalier, sachant que je ne pouvais pas attendre l'ascenseur sans me risquer. Je suis sorti de manière décontractée et j'ai fermé la porte derrière moi. Après avoir descendu quelques étages, j'ai entendu la porte du haut s'ouvrir violemment et des pas frénétiques résonner dans les escaliers derrière moi. Dans la nuit de samedi vers 4 heures du matin, je me suis réveillé avec une fringale. En me dirigeant vers la cuisine pour préparer un sandwich, j'ai remarqué qu'un placard était ouvert, quelque chose de totalement inhabituel pour moi, étant donné que je m'assure toujours de fermer tout ce que j'ouvre. Cela m'a semblé étrange, alors j'ai décidé de vérifier la maison à la recherche d'intrus. Je n'ai trouvé personne à l'intérieur, mais en descendant au studio, la porte arrière était complètement ouverte. Convaincu que quelqu'un était entré chez moi, j'ai allumé la lumière du patio et j'ai vu quelqu'un assis sur une des chaises, me regardant fixement avec une expression vide. L'homme, d'apparence négligée et presque sans mouvement, a commencé à s'approcher de moi. En un instant, il s'est jeté sur moi, mais j'ai réussi à fermer et verrouiller la porte à temps. Nous nous sommes fixés du regard à travers le verre pendant quelques secondes, puis j'ai décidé d'appeler la police. Quand je suis revenu avec le téléphone, il était déjà parti. Néanmoins, j'ai signalé l'incident, mais la police n'a jamais retrouvé cet homme. Une expérience inquiétante. Ceci est une narration inquiétante que j'ai vécue il y a quelques mois et je réside encore dans la même maison. L'étrangeté a commencé avec une prise de courant sous mon lit, utilisée pour charger mon téléphone chaque nuit. Je plaçais mon téléphone sur l'étagère au-dessus de mon lit, l'utilisant comme réveil. Cependant, quelque chose d'anormal a commencé à se produire. Un lundi soir de février, je me suis réveillé au son du réveil, mais il faisait encore nuit. En regardant mon véritable réveil sur le bureau, il indiquait 4 heures du matin. Incertain d'avoir configuré une alarme par erreur, je l'ai éteinte et je me suis rendormi sans y prêter plus d'attention. La nuit suivante, le bruit strident du réveil de mon téléphone m'a réveillé à nouveau, indiquant 3 heures avec un titre d'alarme que je n'avais jamais configuré. Soupçonnant une blague de mon frère, le lendemain, j'ai demandé à mon père de lui dire d'arrêter ses interruptions nocturnes. Mon frère, cependant, a juré ne pas l'avoir touché, et je l'ai cru. Cette nuit-là, j'ai décidé de surveiller mon téléphone. Convaincu que quelqu'un le manipulait, j'ai décidé de le laisser de côté pendant la journée, espérant que le farceur perdrait intérêt. Cette nuit-là, j'ai opté pour utiliser le réveil réel sur mon bureau. J'ai réglé l'alarme pour 8 heures et je me suis couché. Mais en me réveillant à nouveau, il n'y avait pas de lumière solaire et mon réveil était éteint, rendant impossible de voir l'heure. Mon téléphone, maintenant sur l'étagère, émettait non pas la mélodie habituelle de marimba, mais un cri distordu. En éteignant l'alarme intitulée « Kama », il était 1 heure du matin. Confus et inquiet, j'ai remarqué que mon téléphone n'avait que 10% de batterie. Alors, je me suis penché pour chercher le chargeur normalement branché, mais il n'y était pas. À ce moment critique, j'ai compris la signification derrière les titres des alarmes, formant une phrase qui a glacé mon sang, « Sous le lit ». J'ai essayé de retirer mon bras, mais c'était trop tard. Une main m'a attrapé fermement, provoquant un cri audible jusqu'aux voisins. La porte de la chambre de mes parents s'est ouverte brusquement et des pas précipités se sont dirigés vers ma chambre. En ouvrant ma porte, mon père est entré en trombe avec une batte de baseball. Juste au moment où j'étais tiré vers le bord de mon lit, il a trouvé un homme caché dessous, qu'il a frappé avant de l'arracher et d'appeler la police. L'intrus, un délinquant sexuel enregistré avec de multiples arrestations, n'avait pas prévu d'être découvert dans son jeu macabre. Le fait troublant de savoir qu'il s'était caché dans notre maison pendant 4 jours, tapi sous mon lit,
est une expérience terrifiante que je n'oublierai jamais. Une nuit inquiétante et le secours inespéré. J'ai un ami que, pour des raisons de confidentialité, j'appellerai Tai. Nous avions l'habitude de sortir ensemble, ou, à minima, d'échanger des messages quotidiennement. Cependant, un jour, il n'a répondu à aucun de mes messages ni appels. Inquiet, j'ai décidé d'aller chez lui, à seulement une rue de distance, pour m'assurer qu'il allait bien. Bien que j'ai appelé à plusieurs reprises et que sa voiture soit là, je n'ai obtenu aucune réponse, ce qui m'a paru étrange. Bien que j'ai eu la sensation qu'il préférait être seul ce soir-là, j'ai reçu une demande de FaceTime d'un numéro inconnu. Avec précaution, j'ai répondu sans montrer mon visage immédiatement, mais en voyant que c'était Tai, un soulagement m'a envahi et je me suis montré sans réserve. En l'observant de plus près, j'ai remarqué un air de fatigue et de paranoïa chez lui, en plus de se trouver dans un endroit que je ne reconnaissais pas. En lui demandant où il était et pourquoi il n'avait pas répondu, il m'a assuré qu'il allait bien et qu'il était chez lui en utilisant le téléphone de son oncle, qui m'a semblé étrange. La conversation a pris un tournant encore plus inhabituel lorsqu'il m'a soudainement demandé de lui prêter 10 000 € avec sérieux et une expression de profonde inquiétude. Sa demande m'a déconcerté et, après une pause, il a simplement dit qu'il devait partir, terminant ainsi l'appel. Cette expérience étrange et déroutante était totalement étrangère au Tai que je connaissais. Quelque chose n'allait pas chez lui. J'ai décidé que le lendemain, j'irais chez lui pour parler. Ne recevant aucune réponse malgré mon insistance, j'ai décidé de le laisser tranquille, attribuant son comportement à une décision personnelle. Cependant, cette même nuit, j'ai reçu un autre appel FaceTime d'un numéro inconnu. C'était à nouveau Tai, mais cette fois-ci, il avait l'air encore plus débraillé et avait une coupure sur le front. Sa demande d'argent cette fois-ci était accompagnée d'un commentaire qui m'a glacé le sang. Il a mentionné d'une voix tremblante qu'on lui pointait une arme dans le dos, ce que j'ai interprété comme un signe de danger imminent. J'ai agi immédiatement en me rappelant l'adresse qu'il avait mentionnée et j'ai envoyé la police. Ils ont trouvé Tai dans le sous-sol d'une vieille maison abandonnée, battu et à peine vivant. Bien que Tai évite de parler du sujet, ce qu'il m'a partagé est qu'il a tout simplement perdu connaissance en rentrant chez lui et s'est réveillé dans ce sous-sol sombre. Cette expérience, marquée par la peur et le désarroi, nous a encore plus rapprochés, nous rappelant la fragilité de notre quotidien et l'importance d'être présents l'un pour l'autre. Une nuit inoubliable, entre réalité et fiction. Cette histoire relate une nuit que je n'oublierai jamais, un tournant du destin qui a changé ma perception de ce que je considérais comme réalité et fiction. Cela s'est passé il y a quelques années, par une froide nuit d'automne, à une date proche de l'illusion tragique d'Halloween, mais avec un voile de mystère encore plus dense qui enveloppait l'air. Il était tard, l'horloge indiquait presque minuit, et le silence qui régnait sur le quartier était si profond qu'on pouvait entendre le craquement des feuilles sèches sous le souffle du vent. Mes cousins, Léo et Anna, étaient avec moi, plongés dans un tranquille marathon de films d'horreur, une tradition qui, ironiquement, semblait se moquer de notre propre réalité. Au milieu de notre soirée, le silence fut brisé par un son étrange, quelque chose qui ressemblait à un faible murmure lointain, presque imperceptible. Léo, avec une curiosité insatiable, se leva d'un bond pour enquêter, tandis qu'Anna et moi échangions des regards sceptiques. « Ce sont probablement les voisins qui font une blague », dit-elle en retournant à son livre sans y accorder plus d'importance. Mais le son persistait, se transformant progressivement en un murmure plus clair, une série de chuchotements entrelacés qui semblaient appeler mon nom depuis l'extérieur. Armé de courage, j'ai décidé de suivre Léo, qui était déjà près de la fenêtre, inspectant l'obscurité avec un mélange de peur et de fascination. « Tu vois quelque chose ?» demandai-je d'une voix trahissant mon nervosité. Léo secoua la tête, son expression confuse et légèrement pâle. « Rien, absolument rien. Mais ces murmures, définitivement, ils viennent de dehors. » Alors que nous étions sur le point de rejeter l'incident comme une mauvaise plaisanterie, un objet frappa la fenêtre, nous faisant tous deux sursauter. Il s'agissait d'un vieux mannequin, au visage démesurément large et aux yeux qui semblaient nous suivre avec une intensité perturbante. En ramassant le mannequin, Léo plaisanta sur son apparence ridicule, essayant d'alléger la tension. Cependant, son rire s'évanouit dès qu'il remarqua que mon nom était brodé au dos du mannequin.
À ce moment-là, les murmures s'intensifièrent, se transformant en une cacophonie de voix réclamant notre attention. Anna, qui était venue voir ce qui se passait, pâlit en voyant le mannequin. « Ce n'est pas normal », murmura-t-elle. « C'est comme si quelque chose ou quelqu'un nous observait, jouait avec nous. » Nous décidâmes qu'il valait mieux se débarrasser du mannequin, mais peu importe combien nous essayions, il réapparaissait toujours, chaque fois dans des endroits plus impossibles, comme s'il défiait les lois de la physique et de la logique. Les murmures se transformèrent en rires moqueurs, résonnant dans les murs de notre maison, une poursuite sans fin qui nous poussait de plus en plus vers le bord de la folie. Finalement, lorsque l'aube commençait à teinter le ciel de nuances roses et dorées, le mannequin disparut, emportant avec lui les voix. Épuisés et sans réponse, nous restâmes à contempler l'horizon, nous demandant si ce que nous avions vécu était réel ou simplement le produit de notre imagination.